Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur Radio Lac puisque nous sommes jeudi, il est 14h, c'est Parlons économie, c'est quand vous le souhaitez, c'est multidiffusé également sur One TV et sur onetv.ch. Nous allons partir en Afrique, comment se porte l'économie africaine? C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette émission, c'est extrêmement dynamique, vous le verrez. Le covoiturage, il en sera question, va-t-il enfin décoller? Ça va pas faire plaisir ce que je dis aux invités qui viendront nous en parler, mais c'est vrai que ça bouge et ça c'est une très bonne nouvelle. Autour de la table, il y a Nathalie Hardine, bonjour à vous. Bonjour Benjamin. Vous êtes la directrice du département politique de la CCIG qui aime rencontrer les gens. Il y a des vraies rencontres qui se font, notamment autour d'un thème que je trouve très intéressant, l'intégration des parties prenantes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est le titre de la prochaine rencontre du management durable qui aura lieu le 24 mars, entre midi et 2 à la Chambre. Ce sont des manifestations qui sont co-organisées par la Chambre, le département de l'économie et la Haute École de gestion de Genève. Les parties prenantes, qu'est-ce que c'est ? Si je vous dis actionnaire, vous comprenez, l'actionnaire est une des parties prenantes de l'entreprise, mais il n'y a pas que l'actionnaire et de plus en plus, on élargit ce monde des parties prenantes et les entreprises se rendent compte qu'il y a les employés, les fournisseurs, les clients, la communauté. Et donc, dans la réflexion autour du développement durable, les entreprises commencent de plus en plus à identifier leurs parties prenantes et à voir comment elles peuvent les intégrer dans l'évolution et le développement de leurs activités. À découvrir donc le 24 mars, midi 14h, et les informations sur le site de la CCIG. Tout à fait, ccis.ch. Ça a l'air bien pensé, dites donc tout ça. Et notre premier invité, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Les boulangers sont-ils dans le pétrin de la bureaucratie ? Bonjour Éric Emery. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des artisans boulangers confiseurs du canton de Genève. Merci beaucoup également de vous être habillé pour cette émission, parce qu'à la radio, ça ne se voit pas. Mais alors, vous êtes venu en tenue. Il y a l'écusson de Genève. Je vois un chocolat d'or également cousu sur votre vêtement. Comment ça s'appelle d'ailleurs, ce vêtement ? C'est une veste de représentation. C'est une veste officielle du métier. C'est donc bien la preuve que vous êtes le président de cette association. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses avec un boulanger, mais c'est une émission économique et on va aussi parler bureaucratie, réglementation, surréglementation. Comment est-ce que vous vivez ça ? Parce que votre métier, c'est quand même d'être littéralement au four et au moulin. C'est exactement ça. Il faut bien comprendre que nous, les boulangers, la plupart, on est des toutes petites entreprises qui sont de 2 à 25 employés. Et puis, souvent, on n'a pas de secrétaire, c'est nous qui faisons le travail. Et on le lit de plus en plus ces derniers temps dans les journaux. Hier encore, il y avait un article de la présidente des bars et restaurants tout le monde commence à se plaindre un petit peu, ça commence à remonter. Donc ça n'a pas l'air d'être si innocent que ça, parce que ce dont je vais vous parler, c'est au quotidien. Mais alors justement, c'est quoi ce quotidien ? Quel est-il ? Le quotidien, c'est qu'on n'a plus le temps de faire notre métier. On n'a plus le temps d'être des entrepreneurs, d'inventer des choses, d'inventer des recettes, de coacher nos employés pour qu'ils soient toujours dans une bonne énergie par rapport à l'entreprise. Et pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus envahi par une bureaucratie, et une bureaucratie qui n'est plus du tout comme il y a 20 ans en arrière, où il y avait toujours quelque chose qui apportait quelque chose à l'entreprise. Aujourd'hui, on est vers une bureaucratie punitive, vraiment punitive et extrêmement invasive. Et souvent par justement des gens qui n'ont pas eu la présence d'esprit de s'intéresser plus aux métiers qu'ils viennent visiter. D'accord, ça veut donc dire que vous êtes un petit peu pris en otage. C'est un mot qu'on utilise beaucoup malheureusement, mais c'est le cas, c'est votre ressenti ? Ce qu'on ressent, c'est vraiment le fait que personnellement, voilà, j'ai une adresse à Genève, j'ai 25 ans, je suis connu, on vient me visiter, j'ai au moins 10 départements différents qui viennent me visiter chaque année, et on sait où envoyer la facture, et puis si je paye pas, on ferme. Ouais, on se venir. Donc on se dit, voilà, on va faire le dos rond, on va payer, c'est 200, c'est 500, c'est 1000 francs, voilà, on serre les dents, puis on paye. Mais pardon, mais j'avais cru comprendre qu'on allait vers une numérisation pour tout le monde, pour les artisans boulangers, même pour nous. On nous dit, maintenant, vous faites un Genève ID qui n'est pas valable si jamais vous changez de canton en plus. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Et on peut faire plein de choses en ligne. C'est pas le cas ? Il y a peu de choses en ligne qu'on peut faire. Par exemple, si vous allez faire votre demande de renouvellement tous les 3 ans pour l'alcool à l'emporter,
C'est 7 départements différents. Ça prend 6 à 8 heures pour faire le tour des départements. Il faut apporter les originaux. On ne peut pas imprimer ça par une imprimante. Ça doit être le vrai tampon, où il y a encore l'encre qui sèche. C'est signé par la personne et c'est comme ça. Un point, c'est tout. Ce n'est pas des photocopies, rien du tout. Après, le coût, voilà, vous devez l'intégrer dans votre vente, mais c'est Mais comme ça. ce qui manque alors, c'est quoi? C'est de la compréhension, des discussions avec les autorités? Je pense que c'est une réelle volonté, pour l'instant non volonté d'évoluer. Il n'y a aucun leader à ce niveau-là. On pourrait très bien faire. Alors, comme vous l'avez dit, ça serait de nos jours pas tellement facile. Bon, ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais de créer des coffres-forts pour chaque société, coffre-fort numérique, où chaque employé de l'administration, avec un code bien à lui, forcément, pourrait aller chercher les renseignements qu'il a besoin. Parce que les renseignements que moi, je vais chercher pendant 6 heures, ils sont dans l'administration qui est juste à côté. Et pourquoi c'est moi qui dois la donner? Il n'y a aucune raison. Il y a un moment où il faudra que les gens qui travaillent dans les bureaux se prennent en charge. Et pour moi, ça passe par une revalorisation de la profession. Nathalie Harding, il y a une vraie question de politique, évidemment, dans ce que l'on est en train de se dire. D'ailleurs, il y a une législature qui sera renouvelée. Vous êtes la directrice du département politique. Quelles sont vos réactions autour de ce que nous dit Eric Emery? Ce qui dit Eric Emery fait écho à ce que nous disent beaucoup d'entrepreneurs. On disait du boulanger à l'avocat, tous se plaignent de la paperasse. Et d'ailleurs, dans les propositions que nous avons faites dans le cadre des élections cantonales, c'est une demande récurrente que vraiment l'État empoigne la question de la bureaucratie. Certes, on est dans une société qui est de plus en plus complexe, il faut le reconnaître aussi. Il y a de plus en plus de mesures de protection pour la consommation, pour toutes sortes d'autres choses. Mais il manque vraiment une orientation client de la part de l'administration en général. Je ne veux pas pointer tel ou tel service, ou bien encore moins des personnes, parce que l'immense majorité sont vraiment de bonne volonté. C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ça, parce qu'on voit que justement des services, en fait, doivent demander des documents doivent envoyer des documents par la poste. Ils ne peuvent pas les envoyer par email. Et puis, quand il y a un dossier qui manque, eh bien, il faut qu'ils renvoient toutes les feuilles et toutes les photocopies du dossier. Donc là, il faut vraiment que l'administration, enfin l'État, dans sa globalité, empoigne les choses et qu'on arrive à ce qu'on a demandé depuis des années. C'est un guichet unique de l'administration qui aille peut-être dans le sens du coffre-fort numérique, enfin que les choses se mettent en place. C'est pas normal qu'on ait tellement de retard à Genève. Il faut que ça bouge, quoi. C'est très clair. On continue d'en parler dans quelques instants sur Radio Lac. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. On continue de se poser cette question. Les boulangers sont-ils dans le pétrin de la bureaucratie? Avec le président de l'association des artisans boulangers confiseurs du canton de Genève, Eric Emery, avec nous. Les conditions cadres pour votre métier, quelles sont-elles? On les connaît assez peu quand on n'est pas dans votre métier. Pour ouvrir une boulangerie? Ouais. Aucune. D'accord. Pas de demande Ça, ça s'est d'autorisation, fait. rien du tout. Voilà, on ouvre et on a un devoir d'annonce auprès du service d'hygiène, oui, qui va certainement venir dans la première semaine ou deuxième semaine, ce qui est tout à fait normal, heureusement. Mais autrement, aucun devoir d'annonce. Par contre, s'il y en a un tea room, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On doit faire tout le circuit de tous les départements, en passant par le CIRT, l'autorisation des bâtiments, les pompiers, enfin tout ça, quoi. Là, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, moi, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, et c'est aussi ce que relevait Nathalie Harding, c'est l'absence d'un guichet unique, finalement. Totalement, l'absence d'un guichet unique. Et je reviens sur ce qu'a dit Nathalie. Je veux bien préciser que la plupart du temps, ce n'est pas de la faute des fonctionnaires qui, eux, sont souvent de bonne volonté. Mais je répète que c'est une non-volonté politique d'évoluer. Oui, eux Il y a font leur pas- travail, on est d'accord. Exactement. ouais, ouais. La plupart du temps, même bien. Et puis, ils sont toujours à la bourre, ils sont toujours stressés parce que ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de demandes et on leur donne pas les moyens d'évoluer. Mais beaucoup aimeraient évoluer. Donc l'évolution, on l'a dit, ça peut passer par la numérisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que, vous qui avez littéralement le nez dedans, qu'est-ce qu'on pourrait changer demain pour que ça soit déjà beaucoup plus efficace? Alors, demain, il faudrait déjà autoriser un passage d'une administration à l'autre, alors que pour l'instant, c'est des silos totalement fermés. Déjà, rien que si on faisait ça, de se donner des informations, arrêter de se dire « oui, mais la protection des données, mais de toute façon, le papier, tu vas le voir un jour ».
Pourquoi? Quelle protection des données? Que je le donne moi ou que ce soit l'administration? Et Non. si vous acceptez qu'on passe au-delà de votre protection des données sur cet aspect-là, ça vous regarde justement, hein. Bien sûr. Voilà, Voilà. ce sont vos données. C'est mes données. Ouais. Et de toute façon, il va les voir un jour ou l'autre, que ce soit mon casier judiciaire fédéral ou que ce soit mon non-poursuite ou ma capacité civique, etc. Il va les voir un jour ou l'autre. Sinon, comment il me donnerait l'autorisation? Et je me posais la question des contrôles. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a? Alors, c'est toujours bien qu'il y ait beaucoup de contrôles, notamment sur l'hygiène évidemment, mais on ne se rend pas bien compte de ce que ça implique. Alors, les contrôles pour l'hygiène, là, bien sûr, je suis totalement pour. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un contrôle sur l'hygiène, il va porter sur certains points. Mhm. Et puis, après, l'inspecteur va repartir au bout d'une heure et demie, 2 heures de contrôle. Et puis, on va recevoir après soit l'amende, la pénalité, parce que le contrôleur marque des points, mais lui ne connaît pas la péjoration des points. Donc après, c'est un autre service qui va nous envoyer la facture, etc. Mais nous, ce qu'on reproche à ça... Pardon, je suis désolé, je vous coupe pour comprendre. Un autre service qui vous envoie la facture par rapport aux points qui ont été établis? Exactement. D'accord, c'est pas un montant fixe. Non, pas du tout. D'accord, ok. La seule chose qui est fixe, c'est qu'on paye l'inspecteur 140 francs de l'heure, plus 66 francs de déplacement, plus quand il prend un millefeuille pour le mettre dans une petite sachet en plastique pour l'analyser, 33 francs par pièce qu'il prend. Ça, on sait que c'est fixe et on le prend. 33 francs par pièce. Oui, ça veut dire qu'on paye ce monsieur par nos impôts, on le paye 140 francs de l'heure pour qu'il vienne chez nous, et on le paye encore 33 francs qui prend 3 minutes, c'est-à-dire 660 francs de l'heure pour analyser nos produits. Donc ça, c'est un petit peu exagéré de toute façon. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire le contraire. C'est plus cher qu'un avocat. Et après, on reçoit la facture. La facture, elle ne peut pas être contestée parce qu'on peut contester le procès-verbal, mais on reçoit le procès-verbal et on reçoit seulement une fois qu'on l'a contesté ou non la facture. C'est totalement vicieux comme, Ah oui, d'accord. comme circuit. D'accord, parce qu'effectivement, comme on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche quoi. Exactement. D'accord, ok. Ah oui, j'ai compris, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres contrôles alors qui s'appliquent? Là, on a parlé hygiène, mais il y en a d'autres ou... Alors oui, il y a un contrôle très intéressant qui est arrivé ces derniers temps avec un nouveau technocrate qui signe à la fin de la longue page et tout, expert. Expert, Je ça veut dire je qu'il vois a venir. fait... Non, mais il a fait déjà l'école, Mhm. comme moi. Moi, j'ai arrêté à 14 ans, je voulais faire mon métier. Mais lui, après, il a continué secondaire, peut-être même université, etc. Si moi, je dois faire les mêmes études que lui, je vais commencer à bosser à 50 ans, alors. C'est pas possible. Et ce que je vais vous expliquer, j'ai un collègue qui vend des petits pots de légumes en vinaigre et huile. Ils font plus de 200 grammes et lui, il a fait une petite police à 3 mm. Et si c'est plus que 200 grammes, il faut faire du 4 mm. Sinon, on peut pas lire. Non, mais c'est ça, c'est l'idée. Qui lit ce qu'il y a dessus? Il en vend Des légumes. 100 par semaine. Ça veut dire que les gens, ils aiment ce qu'il y a dedans. Ils veulent pas lire ce qu'il y a dessus, à part la personne qui a une allergie, Bien qui sûr, a un bien problème, sûr. etc. C'est normal de marquer ce qu'il y a dessus. Mais pinailler et une amende de 250 balles parce que c'est du 3 mm, du 4 mm, ça va pas. Et on en est là. On comprend bien effectivement les On est là. problèmes de bureaucratie que vous nous expliquez. Nathalie Hardin, j'ai quand même une question pour vous parce que, alors, on le rappelle, il y a ces élections. On espère que les choses évolueront dans le sens d'Éric Emery. Mais comment est-ce que vous, à la CCIG, vous vous adaptez à chaque fois qu'il y a un changement comme ça? Vous êtes obligé de travailler absolument avec tout le monde. Ah, un changement De cap politique. de cap politique. Ah oui, bien sûr. Alors, la Chambre de commerce existe depuis plus de 150 ans. Donc, forcément, elle s'est adaptée, hein, comme les entrepreneurs qui s'adaptent contre vent et marée. Et puis, quand il y a une nouvelle politique, on s'efforce de faire valoir le point de vue des entreprises, mais on travaille avec tout, on travaille avec tout le monde. Mais on avait dans un autre, avec une autre profession, était venu nous voir aussi en nous disant il y a différents problèmes bureaucratiques et on avait écrit au département de l'économie en espérant que il y aurait un petit changement simplement dans la réglementation. Et puis, en fait, on nous a simplement répondu oui, mais s'il y a un problème de temps en temps, il faut que telle personne téléphone à telle personne qui pourra expliquer à telle personne. Nous, on voulait juste un petit changement de réglementation, pas que les choses passent comme ça
simplement par des discussions orales. Donc il faut des vraies impulsions du côté d'une politique au plus haut niveau. En espérant donc que les choses puissent se faire. Et puis retourner également, si jamais ce n'était pas déjà le cas, retourner voir nos artisans boulangers, nos artisans d'ailleurs au sens large, parce que voilà, il y a tous ces problèmes. Il y a la question des énergies également qui pose beaucoup de problèmes de prix de l'énergie. Alors pourquoi ne pas aller au chemin Dr Adolphe Pastor 2, puisque c'est là que se trouve votre boulangerie, Eric Emery. Et puis on salue également tous vos collègues qui font ce métier formidable. Je vous le dis sincèrement, je vous le disais hors antenne, il y a des boulangeries à peu près partout, donc on a oublié à quel point c'était une vie dédiée à cet artisanat-là. Donc je vous le dis sincèrement, merci beaucoup. Merci, ça me touche. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Le covoiturage va-t-il enfin décoller? Bonjour Pierre-Emmanuel Beau. Bonjour. Vous êtes le président de Colleague, une entreprise qui fait du covoiturage. Bonjour Denis Wechter. Bonjour. Vous êtes chargé des affaires économiques à Meyrin. On va voir justement pourquoi ces éléments-là sont liés. Tout d'abord, Colleague, qu'est-ce que c'est? Colleague, qu'est-ce que c'est? C'est un service de covoiturage pour les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour justement qu'ils puissent encourager la mobilité durable des salariés, parce qu'effectivement, moi j'ai une vision assez cynique de la chose, c'est que si on s'attend à ce qu'il y ait une somme d'actions individuelles isolées pour encourager des mutations profondes, on peut attendre longtemps. Par contre, s'il y a une coordination des actions et de la démarche avec des pouvoirs publics et des employeurs et des entreprises innovantes, je prêche pour ma paroisse, c'est bien évidemment comme ça qu'on peut avancer. Et justement, pour nous, l'employeur, il est au centre de cette équation. C'est lui qui, via un abonnement, donne accès à la plateforme à ses salariés. Les salariés donc covoiturent entre eux. Et puis on a une démarche, on va dire, écosystémique, territoriale, où finalement on regroupe tous les employeurs d'une même zone d'activité. Et les salariés peuvent donc covoiturer tous ensemble, ce qui permet également d'aller chercher une masse critique, d'aller chercher des TPE, des PME qui, sans un système collaboratif, ne seraient pas capables de proposer le covoiturage à leurs salariés. Il y a des espèces de hotspots, des zones chaudes comme ça, où on va jusqu'à tel endroit, et voilà. Mais parmi tout ce que vous avez dit, vous avez parlé de pouvoir public. C'est vous, ça, dis donc, Denis Wechter? En effet. En effet. Mais au niveau des pouvoirs publics, le rôle du chargé des affaires économiques est vraiment d'être un relais et un facilitateur, un animateur en fait du territoire pour faciliter les liens entre les entreprises innovantes et d'être à l'écoute des besoins des entreprises qui sont sur notre territoire. Alors à Meyrin, combien d'entreprises ou d'emplois? D'ailleurs, je ne sais pas quel chiffre vous avez. Alors on peut parler d'environ 1750 entreprises, 27 000 emplois pour 26 000 habitants. Si on parle de la zone de la Zimesa-Vert, qui est la plus grande zone industrielle du canton de Genève, on compte environ 45 000 emplois. Ça en fait le plus grand bassin d'emploi du canton de Genève. 45 000 emplois. Si effectivement, je ne sais pas, ne serait-ce que la moitié, ce qui est déjà beaucoup, prendrait les transports en commun, il reste déjà plus de 20 000 personnes qui vont peut-être se déplacer avec un véhicule personnel. Il y a donc de la place pour Colleague. On le comprend bien. Donc cet écosystème, ça veut dire que les entreprises également doivent utiliser le système de Colleague. Alors j'imagine, est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Donc on est vraiment en mode B2B. Donc nos clients sont les entreprises. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les utilisateurs sont les salariés. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que justement l'entreprise, elle paye un abonnement, mais après les salariés, pour eux, le prix du trajet, c'est un prix fixe qui est de 4 francs par trajet. Ce qui veut dire que si je suis conducteur, j'ai 3 passagers le matin, 3 passagers le soir, je vais gagner 24 francs sur ma journée. Et pourquoi c'est une tarification fixe? Pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, ça permet d'anticiper le trajet. On a l'habitude, au niveau du train, au niveau du bus, d'avoir une tarification fixe. Et puis, on ne veut surtout pas encourager je fais des grands guillemets avec les doigts, une ubérisation du système, c'est-à-dire de récompenser les gens en fonction de la distance qu'ils parcourent. Nous, on a une démarche réellement durable. C'est vraiment le développement durable est dans notre ADN. On veut encourager justement une mutation vers une mobilité plus durable. Et pour nous, c'est plutôt de dire on récompense l'effort de covoiturage une fois qu'on a publié son annonce, qu'on a été mis en relation avec la personne, qu'on a communiqué avec elle, fait éventuellement un détour,
qu'on fasse 2 ou 20 km avec la personne, finalement, l'effort est le même. Donc pourquoi est-ce que la compensation, la rémunération serait supérieure? D'accord. Et on comprend bien effectivement cette volonté durable. Et je pense que ça, c'est quand même le mot-clé que vous avez donné, Pierre-Emmanuel Beau. Denis Wechter, moi, ça fait 16 ans que je fais de la radio et 16 ans que je dis, oula, ça coince après la tranchée couverte de Meyrin. Donc, est-ce que ça fonctionne? Et surtout, comment on fait pour faire en sorte que ces systèmes-là fonctionnent, le covoiturage et puis les autres, hein, sans vouloir vous faire offense, Pierre-Emmanuel Beau? Je pense qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est une réelle thématique. Et comme vous l'avez évoqué, c'est pas une thématique nouvelle, Fabien. Cette problématique en termes de mobilité, elle est là, elle touche à la fois le transport individuel motorisé et le transport professionnel. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle aujourd'hui. Et on voit que le covoiturage, c'est pas quelque chose qui s'est démocratisé. La problématique des infrastructures de transport, elle demeure aujourd'hui entière, bien qu'il y ait un grand nombre de projets qui sont en cours en ce moment. Donc il y a quand même une situation qui est très particulière à Meyrin aussi, puisque vous l'avez rappelé, 45 000 emplois dans cette Zimesa, enfin si on prend l'intégralité finalement de Meyrin, je dis pas de bêtises. Alors de la Zimesa Vert, oui, Voilà, ça comprend merci. Satigny, Vernier et Meyrin. Mais c'est quand même une situation, j'imagine, assez compliquée d'avoir autant de monde chaque matin, chaque soir là-bas. Donc pour l'instant, on en est au stade où l'on ne peut que constater les dégâts. Alors, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, donc on ne fait pas que constater les dégâts. Le canton a quand même saisi un certain nombre d'opportunités pour améliorer la desserte au niveau des transports publics, notamment avec un projet de bus à haut niveau de service qui est prévu de voir le jour en 2026. Les chantiers devraient démarrer en 2024. C'est des ordres d'idées, hein. Il y a une volonté aussi d'augmenter la fréquence des trains qui desservent la zone, mais c'est pas quelque chose qui est prévu dans l'immédiat parce qu'il y a des problématiques d'infrastructure à régler. Donc, les temporalités dans lesquelles on s'inscrit aujourd'hui, elles sont quand même sur du moyen, voire du long terme. Donc, il n'y a pas de baguette magique pour trouver des ressources. Et ce qu'on voit, c'est que la problématique, elle est là. Aujourd'hui, elle touche le transport individuel et privé. Et aujourd'hui, on voit que les entreprises aussi, elles-mêmes, elles prennent la problématique à bras-le-corps. Et les entreprises, quand on a les moyens, comme l'avait évoqué Pierre-Emmanuel, elles trouvent leurs propres solutions. Ben justement, Pierre-Emmanuel Beau qui voulait réagir, mais gardez ça dans votre poche, ça sera dans quelques instants sur Radio Lac et sur WebTV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Avec Pierre-Emmanuel Beau, le président de Colleague, ça s'écrit C-O-L-L-E-A-G, ça se prononce à l'anglaise. Ionestus. Et Denis Wechter, le chargé des affaires économiques à Meyrin, le covoiturage peut-il enfin décoller? Alors justement, Denis Wechter nous expliquait la situation précise à Meyrin et vous aviez envie de réagir, Pierre-Emmanuel Beau. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'à force de discuter avec des entreprises, avec des employeurs, avec des industries, parfois d'un monde assez traditionnel, on a l'impression qu'il y a je ne vais pas dire une diabolisation de la RSE, mais comme si justement... Responsabilité sociétale des entreprises, je précise. Exactement, vous avez bien révisé. On a l'impression, quand on les écoute, que ce sont des mutations qui sont extrêmement profondes, qui sont extrêmement lourdes, qui nécessitent des investissements sur des plans stratégiques à 3, 5, 10 ans. Mais en fait, on oublie qu'il y a des solutions à court terme. Alors bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais quelque part, la mise en place du covoiturage via une application comme Colleague, finalement, c'est en un mois, on a déjà un impact réel sur la décarbonation du transport de ses salariés, pour être un peu technique, sur le scope 3 du bilan carbone. Ça peut représenter 20 à 40% des émissions de CO2 d'une entreprise. Donc c'est absolument pas négligeable et c'est actionnable extrêmement rapidement. Et est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que vous avez déjà entendue 1000 fois, mais la notion des horaires, hein, évidemment, le covoiturage c'est génial, mais moi je commence à 7h30, mon collègue à 8h, ça m'arrange pas d'arriver trop tôt. Oui, effectivement. Après, ça dépend s'il y a un service ou un outil mis en place. Si on attend encore une fois des actions isolées, et puis une conversion un peu, je dirais, organique vers le covoiturage, ça peut être compliqué. Il y a déjà des équipes de covoiturage qui se mettent en place, mais ça explique aussi des chiffres qui sont un peu en berne.
aujourd'hui au niveau du covoiturage. Par contre, si on a une action qui est coordonnée, qui est également coordonnée avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, là, on peut avoir quelque chose qui permette de contourner cette problématique d'horaire, finalement. Et est-ce qu'il ne faut pas un peu la question, c'est peut-être plus pour vous d'ailleurs, Denis Wechter, mais la notion de bâton et de carotte, quoi. Peut-être qu'on enlève les places de parc dans les entreprises et puis on en laisse simplement pour le covoiturage. La notion de place de parc, il y a un nouveau règlement qui a été adopté par le Grand Conseil très récemment qui concerne justement les places de parc dans les zones industrielles et sur les propriétés privées des zones industrielles et aussi sur la partie du domaine public. Et excusez-moi si j'adopte pas les bons termes. Il n'y a pas de souci. En revanche, je veux bien que vous rapprochiez un petit peu de votre D'accord. micro. Merci. Donc c'est merci. Donc on peut tout à fait avoir la notion de bâton et de carotte. Il y a un certain nombre de réglementations qui sont rentrées en ligne de compte. Maintenant, moi, je suis un fervent défenseur des initiatives que les entreprises peuvent prendre elles-mêmes pour rapidement trouver des solutions auxquelles on n'est pas forcément à même de répondre dans le court terme. Et en fait, je pense que le fait qu'on favorise le dialogue entre les entreprises leur permet aussi à elles de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins immédiats sans que ça soit forcément des solutions qui viennent toujours des pouvoirs publics. Et c'est là où il y a vraiment un rôle de courroie de transmission qui doit se faire et c'est là aussi où on obtient le soutien de nos autorités pour faciliter ce dialogue. Et c'est là où j'aimerais bien l'avis de Nathalie Hardin. Bien sûr que moi, je suis plutôt favorable aux incitations qu'aux interdictions, en particulier dans ce domaine. Cela étant, on sait qu'en matière de stationnement, il y a des règlements qui viennent d'être révisés et qui réduisent pour les nouvelles implantations les places de stationnement. Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il existe un label qui a été mis en place l'année dernière, le label de l'entreprise Écomobile, qui a été parrainé par la FER Genève et la Chambre de commerce est mis en place par l'État. Et c'est toutes sortes de mesures qui ne sont pas forcément compliquées, qui sont une contribution à la diminution des déplacements professionnels des employés. Et parce que, comme l'a dit M. Wechter, il y a les infrastructures, c'est long, c'est un temps long, et il y a des mesures qui peuvent être mises en place plus rapidement. Il y a toujours des difficultés et des réticences à surmonter de la part des employés, parce que c'est difficile de changer ses habitudes. Mais si on leur montre que, par exemple, avec l'application développée par Colleague, eh bien, on peut en fait améliorer notre propre situation, parce qu'on est un peu moins stressé sur la route, parce que c'est pas tous les jours nous qui conduisons, pour autant qu'on n'ait pas de moyens de transport public à disposition. Donc, ces initiatives méritent vraiment d'être encouragées, parce que c'est ce type d'initiative, si les entreprises crochent, qui fera qu'on aura moins de risques d'avoir des interdictions de circuler. Pierre-Emmanuel Beau. Je ne peux que abonder dans votre sens. Au contraire, m'eût étonné. C'est bizarre quand même. Non, mais juste sur la carotte et le bâton, oui, le côté bâton, on le voit, et bien évidemment, ça doit venir par la contrainte. Si c'est facile de se déplacer, de stationner et que ça coûte pas cher, bien évidemment, on va tous prendre la voiture. Sauf que les choses doivent changer à ce niveau-là. Par contre, la carotte est importante aussi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de rendre sexy finalement, de séduire l'utilisateur par une expérience utilisateur nouvelle. J'en ai pas parlé, mais notre interface utilisateur, elle s'affranchit des codes des plateformes de transport classiques. Ce que vous connaissez, je suis à tel endroit, je vais à tel endroit, tel jour, à telle heure. Si on doit faire ça plusieurs fois par jour, finalement, ça ne fonctionne pas. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas. Par contre, nous, on a une interface sur notre plateforme qui est sous forme de calendrier. Et puis, on s'adapte finalement aux habitudes de déplacement quotidien. On renseigne ses adresses habituelles, on renseigne ses horaires. Et après, en 2 clics, finalement, on est mis en contact avec la personne avec laquelle on va covoiturer, parce qu'on a un algorithme d'intelligence artificielle qui croise les calendriers de tous les utilisateurs en temps réel. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une contrainte de covoiturer. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Par contre, on a écouté au maximum les salariés, les gens qui covoiturent déjà et ceux qui souhaiteraient covoiturer pour apporter une expérience utilisateur innovante
sexy et qui correspondent à la réalité du quotidien. Moi, je vous dirais tout simplement, essayez, tentez le coup. Je vais être très franc, je l'ai fait. Je n'avais plus de voiture. Je me suis dit, est-ce que j'en rachète une? Et en fait, je suis passé au covoiturage, évidemment, via les autres personnes et au transport. Et ça va très bien. Donc, il y a des solutions qui existent comme Colleague, Colleag, récompensé d'ailleurs au COS de Las Vegas. Bravo. En 2020, se fait récompenser sur la mobilité en 2020 quand on ne pouvait pas trop bouger. Chapeau. Je Merci rappelle beaucoup. que vous en êtes le président Pierre-Emmanuel Beau, Denis Wechter, chargé des affaires économiques à Meyrin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Parlons économie sur Radiolac. Genève bouge pour la planète. Comment se porte l'économie africaine? Bonjour Alain-Claude Kourounziza. Bonjour Benjamin. Vous êtes le président de l'UCAS, l'Union des chambres de commerce africaines de Suisse. Bonjour Stéphane Nussberger. Bonjour. Vous êtes représentant du partenaire de l'UCAS. Alors justement, cette économie africaine, on entend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je rappelle, toute fin utile, que l'Afrique, c'est un continent. Des fois, on parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Non, c'est un continent florissant avec beaucoup d'économies, justement. Comment se porte l'économie africaine au sens large? Alors, elle se porte bien. Donc, j'aime bien que vous ayez précisé que l'Afrique, c'est un continent. Donc, c'est 54 pays, 54 marchés. Et pour l'instant, ça se porte très bien, puisque on le voit dans les news, mais pas nécessairement ce qui arrive en Suisse. Mais l'économie va très bien. Et quel est le lien qui est fait entre les chambres de commerce africaines de Suisse? Parce que c'est ce de Suisse, du coup, qui m'intéresse. Tout à fait. Donc, nous, l'UCAS, l'Union des chambres de commerce, donc, comme ça l'explique très bien, nous représentons, nous sommes une organisation faîtière qui est regroupée par une quinzaine de chambres de commerce africaines qui sont établies en Suisse. Donc, c'est-à-dire 15 marchés. Et donc, notre rôle, c'est de faciliter les échanges, renforcer les liens et bâtir les ponts. Bâtir les ponts, alors ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est très bien quand c'est fait. Voilà, ça, c'est déjà effectivement une bonne nouvelle. Les forces de l'économie africaine et puis aussi les faiblesses. C'est une question d'entretien d'embauche. Quelles sont vos forces et faiblesses? Très bien, très bien. Alors, les forces, donc, on va commencer par l'abondance des ressources. La population jeune qui est croissante, donc c'est le premier continent le plus jeune actuellement et le deuxième le plus peuplé. L'autre, c'est l'intégration régionale qui est en train de se faire. Donc, vous avez sûrement entendu parler de l'ASECAF, cette zone de libre-échange continentale africaine qui se met en place gentiment. Et également donc, tout ce qui est les nouvelles technologies de l'information. Donc ça, c'est vraiment les forces... Alors justement, je suis content d'entendre ces quelques mots. Les nouvelles technologies de la formation. On viendra sur les faiblesses dans quelques instants. Je les ai pas oubliées. Mais non, parce que j'espère en tout cas que la vision de l'Afrique, qu'on a ici de l'Afrique, a évolué et qu'on n'est pas resté dans ces années 80 qui était finalement une période d'aide. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement développé. Il y a un vrai boom sur l'économie en général et sur l'économie numérique en particulier. Tout à fait. Alors, d'après les chiffres de Smart Africa, par exemple, l'économie de l'Internet, tout simplement, représente 185 milliards d'ici 2025. Ça donne un petit peu... on parle de l'économie de l'Internet. Donc, ça montre déjà qu'au niveau des nouvelles technologies, l'Afrique, elle est déjà en place, en fait. Je vois sur votre papier, Stéphane Nussberger, nos prestations pour vous protéger. On a besoin de se protéger de qui, de quoi? Surtout aujourd'hui, des hackers qui se regroupent pour se faire attaquer n'importe qui, c'est même le privé, donc les sociétés. Et nous, notre but, c'est d'être là. On est là dans le monde de la cyber-renseignement. Donc, on n'est pas à la cybersécurité, on n'est pas informaticien. On est là vraiment pour le renseignement. Donc, on est avant, parce qu'on peut aller puiser tout au fond du dark web, donc les informations, pour pouvoir avertir certaines sociétés, le privé, comme je viens de le dire, attention, il y a des attaques qui se préparent contre vous. Vraiment, parce que quand on dit se prépare, tout se prépare. On se prépare le matin pour aller au travail, on se prépare pour faire n'importe quoi du sport, voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Et nous, on va puiser ces informations, on a les moyens de pouvoir informer les sociétés avant que ces attaques se produisent. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus important en Afrique qu'ailleurs? Non, aujourd'hui, c'est important dans le monde entier. Oui. Alors justement, quelle est la particularité de l'Afrique, des pays d'Afrique sur cette question-là? Justement, comme je disais, ce que ça représente, donc j'ai parlé de ce que ça représente l'économie de l'Internet en Afrique, mais j'ai pas dit aussi que le coût des cyberattaques aujourd'hui en Afrique représente... Approchez-vous un petit peu de votre micro, qu'on vous entende voilà, bien. Excusez-moi. Donc je disais que le coût des cyberattaques en Afrique représente 4 milliards par année, donc ce qui est énorme.
Donc, le lien qu'il y a, c'est qu'on a pas mal de sociétés donc, qui sont basées en Afrique, qui font partie des chambres, qui ont déjà été attaquées plusieurs fois et qui ne veulent pas revivre la même chose quand ils entendent ce qui se passe déjà, rien qu'en Suisse ou en Europe, et qui veulent se prémunir de tout ça, en fait. Donc, vous n'avez pas meilleure solution, ou en tout cas à proposer, que les services d'une telle entreprise qui est suisse, déjà, puisque nous sommes aussi basés en Suisse, et qui peut mieux les protéger, en tout cas, les préparer à tout ça. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Vous restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Une émission mondiale aujourd'hui, puisque nous sommes toujours avec Alain-Claude Nkurunziza, le président de l'Union des chambres de commerce africaines de Suisse, et Stéphane Nussberger, représentant du partenaire de Lucas. Comment se porte l'économie africaine? C'est notre thématique, notre question. On a parlé des forces. Quand même quelques faiblesses honnêtes, pas des faiblesses je travaille trop. Oui, alors il y a des faiblesses, mais bon, les faiblesses, au fait, sont plutôt des opportunités. Tout ce que j'ai dit, par exemple, donc il y a le manque d'infrastructures qui est à faire, donc c'est des opportunités. Il y a tout ce qui est dépendance aux exportations, puisque maintenant, beaucoup de pays africains veulent maintenant pouvoir produire sur place, créer des emplois. On parle du chocolat, par exemple, cacao, les pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui sont les premiers importateurs de ce produit-là, du cacao. Donc, ils veulent aussi maintenant le faire. Donc, c'est des opportunités aussi, des entreprises qui sont dans ce domaine-là, de pouvoir aller investir là-bas et créer des emplois. Et puis, le système éducatif maintenant qui change, puisque les générations d'aujourd'hui ont moins de 30 ans. Ils apprennent beaucoup par l'Internet. Et c'est des défis, en tout cas, pour l'Afrique, de pouvoir maintenant changer le système éducatif. Oui, et puis aussi, j'imagine, même au-delà de ça, même l'accès à Internet, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ces ballons qui, par exemple, pourraient donner accès à Internet, des choses comme ça. Ça, c'est très important pour des pays d'Afrique. Tout à fait. Alors, la plupart des pays d'Afrique sont en train de se connecter. Il y a ces projets de fibres marines qui vont connecter l'Afrique, etc. Et tout. Mais la plupart des pays sont déjà connectés aujourd'hui. Donc, je me rappelle des opérateurs téléphoniques, quand ils allaient en Afrique il y a une vingtaine d'années, on disait que ça ne va jamais marcher. Aujourd'hui, il y a plus d'abonnés que de population dans certains pays. Donc, ça montre très bien que c'est assez bien installé. Un événement important dont on peut parler, Nathalie Herdine, c'est le Congrès mondial des chambres de commerce, puisqu'il aura lieu à Genève. D'ailleurs, évidemment, nous y serons pour une émission spéciale, mais c'est aussi là l'occasion de faire un pont entre Genève, la Suisse et les pays d'Afrique. Oui, absolument. On en parlait hors antenne. Des chambres de commerce de pays d'Afrique seront présentes. Lucas sera présente aussi. Ce congrès qui se déroule du 21 au 22 juin. C'est un congrès qui va réunir les chambres de commerce et d'immenses personnalités de l'économie autour du multilatéralisme. Mais c'est un congrès qui s'adressera aussi aux PME genevoises. Et donc, ce sera peut-être une occasion pour des PME genevoises de venir sur des stands de Lucas et de voir comment elles pourraient commercer avec certains pays africains, puisque l'économie est en développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On en revient à cette notion de pont, finalement. Ouais. Tout à fait. Alors, merci à la CICG d'organiser en tout cas ce congrès à Genève, puisqu'on a déjà été contacté par pas mal de chambres de commerce des pays d'Afrique qui voudraient qu'on les aide, faciliter pour leurs membres qui désirent venir ici. On a aussi contacté la CICG pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des stands regroupés d'Afrique, des chambres d'Afrique. Et c'est aussi une opportunité de pouvoir échanger, de discuter. Il y aura quand même pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui viennent du monde entier. Et donc là, on apprend beaucoup les uns les autres. Et puis un mot sur ce que vous nous disiez un petit peu plus tôt, à savoir ces notions d'opportunité que je trouve très intéressantes. Je crois même que c'était un prix Nobel, la notion de microcrédit, par exemple, qui est née en Afrique, où finalement, pour des investisseurs étrangers, ça va coûter quelques milliers de francs pour aider à développer et à soutenir une économie locale. Ça, par exemple, c'est aussi une opportunité, et en Afrique, et en Suisse, potentiellement. Tout à fait. Alors, l'Afrique, donc je rappelle que c'est quand même 1,27 milliard de consommateurs. Donc, les entreprises qui sont déjà installées en Europe veulent vraiment aller sur l'Afrique. C'est pour ça qu'on existe d'ailleurs, puisque c'est né d'un besoin. Ces chambres de commerce qui ont été créées ici en Suisse. C'est un marché qui intéresse beaucoup d'entreprises comme ça. Donc, comme je disais, au niveau des opérateurs téléphoniques avant, aujourd'hui, on a Twint en Suisse,
Mais en Afrique, on a le mobile money, c'est quelque chose... Il y a des gens qui n'ont jamais eu de compte bancaire, mais ils transfèrent de l'argent de téléphone mobile à mobile. Ouais, voilà, ça c'est une perspective, enfin ça c'est déjà l'actualité, mais en termes de perspective, on voit bien ce que ça peut ouvrir, hein. J'aimerais qu'on termine avec sur ces notions de perspective, justement pour tous les deux, messieurs. Oui. Alors les perspectives, hein, donc il y en a pas mal. Hein, donc si je parle des besoins dont on a parlé ou des opportunités et des forces, je dirais c'est illimité. Donc nous, quand on est approché par beaucoup d'entreprises suisses qui veulent aller sur l'Afrique, déjà on veut juste identifier, on leur dit mais qu'est-ce que vous recherchez d'abord? Parce que il faut savoir, c'est un continent, comme vous l'avez dit avant, 54 pays, donc c'est des marchés. C'est pas un marché de l'Afrique, c'est des marchés. Et donc, ça va d'aller du nord au sud, d'est en ouest. Ça va être différent. Donc, nous, on va aiguiller justement ces gens-là, de savoir où est-ce que leurs produits ou leurs services ont un marché ou pas. Stéphane Nussberger, les perspectives? La perspective pour nous, c'est d'apporter donc des formations à la jeunesse africaine dans les métiers donc, de la cyber-renseignement et de la cyberanalyse, afin qu'on puisse former ces jeunes de là-bas pour qu'ils puissent travailler autonomes. Donc, notre but, c'est vraiment de pouvoir donner le savoir-faire de notre société. Donc, pour répondre à ma question, comment se porte l'économie africaine? Bien. Et ce n'est que le début, alors. Merci beaucoup, Alain-Claude Nkurunziza. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des chambres de commerce africaines de Suisse. Stéphane Nussberger, vous êtes représentant de ce partenaire de Lucas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Et Genève. merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à Nathalie Hardine d'avoir été présente. Toujours un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, en direct sur Radio Lac, quand vous le voulez, sur onetv.ch. Noah Sherman, merci pour la réalisation. Nicolas Grangier, merci pour la préparation. À bientôt. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.